Nous sommes au magazine de ce dimanche qui a pour thème comment freiner la dégradation de la diversité biologique en Côte d'Ivoire, constat et solutions de l'OIPR. Notre invité est le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, le colonel Tondo Sama Adama. Bonjour colonel et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, colonel, nous allons parler de dégradation de la diversité biologique en Côte d'Ivoire avec vous et donc avec l'institution que vous dirigez, l'OIPR. Une présentation. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler des parcs nationaux. Il faut dire que l'Office ivoirien des parcs et réserves, en abrégé OIPR, est un établissement public à caractère particulier qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'OIPR, c'est un conseil de gestion de 12 membres constitué par les ministères de l'Environnement, ministère des Eaux et Forêts, ministère du Tourisme, ministère de l'Économie et des Finances, et des représentants des populations qui vivent à la périphérie des parcs nationaux et des représentants des organisations de la société civile. Comme je l'ai dit, le conseil de gestion, c'est l'organe de décision, et vous avez une direction générale avec 3 directions centrales, qui est l'organe d'exécution. Et vous avez un conseil consultatif, qu'on appelle le conseil scientifique, constitué par 12 éminents chercheurs de la Côte d'Ivoire. Et donc, au niveau terrain, nous avons 5 directions de zone, et au niveau opérationnel, nous avons 22 secteurs opérationnels avec 5 brigades mobiles. Donc voilà, succinctement présenté. Merci, nous allons parler de ces zones. Mais justement, les populations participent à la gestion, au conseil de gestion. Tout à fait. Très bien, nous allons en parler tout à l'heure, mais en attendant, nous allons suivre ce reportage d'Éric Goré qui dit que la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a signé une convention de financement avec l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Voyons ce reportage. 700 millions de francs CFA au profit des parcs de Taï et de la Comoé. Cet appui financier est de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Il permettra à l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire de réaliser un certain nombre d'actions pour la protection de la forêt et de la faune. Ces fonds vont nous servir à prendre en charge le coût récurrent de gestion des parcs nationaux. Et comme vous le savez, les parcs nationaux, nous avons environ 6 fonctions de gestion. Nous avons des fonctions de management, des fonctions d'appui aux populations riveraines, des fonctions de surveillance du parc et surtout des fonctions d'entretien des infrastructures à l'intérieur de ces parcs nationaux. Ces fonds-là permettent en tout cas de mieux gérer ces espaces. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire entend aller plus loin dans ce financement. Depuis 2014, la Fondation pour les parcs et réserves apporte un appui essentiel donc, à l'Office ivoirien des parcs, en plus des engagements de l'État. Dans un moyen terme, nous envisageons de porter cette subvention à 2 milliards par an. 2 milliards de francs CFA non remboursables que nous allons octroyer à l'Office ivoirien des parcs pour la gestion de leurs parcs nationaux. Les parcs nationaux de Taï et de la Comoé représentent 76% de la superficie totale du réseau des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire. Colonel Tondo Sama, quel est l'état des lieux des parcs et réserves en Côte d'Ivoire? Est-ce que ces parcs et réserves sont bien conservés, bien préservés? Nous allons revenir sur ces fonds mis à votre disposition justement, mais est-ce que, faites-nous déjà l'état des lieux? Tout à fait. Je pourrais vous dire que l'état de conservation des parcs nationaux est globalement satisfaisant. Je vais donner quelques exemples. Il faut voir que l'OIPR gère à peu près 2 millions d'hectares, ce qui fait 6% du territoire ivoirien. Aussi, ces 2 millions d'hectares, vous avez le parc national de Taï qui fait 536 000 hectares d'un seul tenant de forêt, qui est dans un état de conservation satisfaisant. Je peux même dire très satisfaisant, parce que c'est le parc le mieux protégé de l'Afrique de l'Ouest. Je ne dis pas la Côte d'Ivoire, je dis l'Afrique de l'Ouest. Vous avez le parc national de la Comoé qui fait plus d'1 million d'hectares. Nous venons de faire l'analyse des images satellitales qui nous viennent de nous démontrer que le parc national de la Comoé est très bien conservé. Donc quand vous prenez déjà ces 2 parcs, comme l'a dit dans le reportage tout à l'heure, c'est 76% qui est bien conservé. Après ces 2 parcs, vous avez les petits parcs. Le parc national du Banco Abidjan, qui fait 3474 hectares, globalement satisfaisant, parce que contrairement à ce que les gens pensent, le parc national du Banco, c'est forêt, il est encore en état. Et vous avez les îles Otilé, qui est tout petit, qui fait 550 hectares, c'est des îles, état de conservation satisfaisant. Je peux dire que sur les 2 millions d'hectares où nous avons quelques problèmes, c'est sur 2 ou 3 parcs. Vous avez le parc national de la Marawi, qui est infiltré à des fins agricoles. Vous avez le Mont Péco, qui est infiltré à des fins agricoles. Et tout le monde le sait, le parc national du Mont Péco, c'était un parc qui n'était pas contrôlé par l'OIPR durant toute la crise. Et les uns et les autres ont considéré que c'était un no man's land. Ils se sont infiltrés. Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer ces espaces-là. Donc, pour me résumer, je peux dire que l'état de conservation des parcs nationaux de Côte d'Ivoire
est globalement satisfaisant. Globalement satisfaisant, alors vous le dites, on a traversé une crise, on ne peut pas le nier, pendant pratiquement 10 ans ou un peu plus. Quels sont vos acquis? Vous avez parlé du parc de la Komoui, oui. Voilà. Oui, il faut dire que vous ne contrôlez pas ce parc. Nous contrôlons ce parc. Il faut dire que pendant la crise. Oui, pendant la crise, il faut dire que pendant la crise de 2002 à 2011, l'OIPR... Il n'y a pas eu trop de dégradation. Hein? Pas trop de dégradation, je viens de dire tout à l'heure. Enfin, il faut dire que de 2002 à 2011, l'OIPR n'avait pas accès au parc national de la Komoui. Et les uns et les autres se sont inquiétés. Même nous-mêmes, nous sommes inquiétés. Mais il faut dire que dès que la crise est finie, nous avons eu un appui de la Banque mondiale. Et on a mis en place un projet qu'on appelle le projet PAXI. Et ce projet PAXI nous a permis de mettre en œuvre toutes nos fonctions de gestion. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous affirmer, quand vous allez au parc national de la Komoui, vous verrez les animaux comme vous le voulez. Aujourd'hui, tous ceux qui ont pu aller visiter nos partenaires au développement, nos partenaires techniques et financiers, nous ont confirmé cela, que nous avons réussi à inverser la tendance au niveau du parc national de la Komoui. Où nous avons véritablement un problème, c'est le parc national de Montpeko. Je l'ai dit, en son temps, le parc national de Montpeko était en zone de confiance. Et tout le monde savait qu'en zone de confiance, l'OIPR n'avait pas accès au parc et les uns et les autres sont infiltrés. Mais déjà, nous avons pris un certain nombre de dispositions avec le ministère de la Solidarité pour que ceux qui sont à l'intérieur de ce parc puissent en sortir, parce que la vocation d'un parc, ce n'est pas la production de cacao. Qui s'y trouve actuellement. Ils s'y trouvent, mais il faut dire la grande majorité de ces populations se retrouvent à la périphérie. Mais elles y vont pour récolter leur production de cacao. C'est ce que je disais tout à l'heure, la vocation d'un parc, ce n'est pas pour produire du cacao. La vocation d'un parc, c'est de créer un microclimat qui fasse en sorte que ceux qui vivent à la périphérie aient une bonne production agricole. Alors, quelle est la stratégie mise en place par l'OIPR justement pour faire sortir ces populations de ces parcs? Pour ce qui concerne les deux parcs qui sont infiltrés, notamment le parc national de la Marawi et le parc national de Montpeko, je l'ai dit, pour le Montpeko, il y a un comité ministériel qui a été mis en place, présidé par le ministère de la Solidarité. Et un plan d'action a été élaboré. Et la première action qui a été faite, c'est de faire le profilage de tous ceux qui sont à l'intérieur. Ce qu'on a pu constater, c'est que 98% de ceux qui sont à l'intérieur sont venus d'ailleurs. C'est-à-dire c'est des personnes qui se sont dit, voilà les terres qui ne sont pas occupées, il faut venir. Mais il a été expliqué à ces personnes que c'est la vocation d'un parc, ce n'est pas pour faire de la production agricole. Et ces personnes, pour la plupart, nous ont signifié que si elles bénéficient d'un petit appui, elles pourront retourner d'où elles sont revenues. Donc cette stratégie est en cours et j'ai pu vous affirmer qu'à partir du 1er juillet 2016, il n'y aura plus personne au parc national de Montpeko parce que l'accès sera interdit à toute personne. Et l'OIPR prendra la disposition à cet effet grâce à ce comité qui est mis en place pour la gestion de ce patrimoine national. Alors justement, vous avez reçu des fonds. Rigoré nous l'a dit dans son reportage tout à l'heure. Alors comment ce fonds est utilisé par l'OIPR au niveau de la communication, au niveau du personnel, tout ça pour pouvoir préserver ces parcs? Je l'ai dit tout à l'heure que l'OIPR était un établissement public à caractère particulier. Et certains me posent souvent la question, quelle est la particularité? C'est que l'OIPR bénéficie des subventions de l'État, mais l'OIPR bénéficie aussi des subventions de partenaires privés. Et comme vous le savez, le secteur privé a des règles de gestion qu'il faut respecter. Ainsi, à l'OIPR, chaque année, nous établissons un plan d'opération avec tous nos partenaires, avec toutes les parties prenantes. Et chaque trimestre, nous évaluons la mise en œuvre de ce plan d'opération. Et à la fin de l'année, nous sommes audités pour voir exactement comment ces fonds ont été dépensés. Donc, à la réalité, les fonds qui sont mis à disposition par la Fondation, c'est sur la base d'un plan de travail qui a été élaboré. Et il est clair que l'OIPR en fera une bonne utilisation. Et surtout qu'on aura l'opportunité chaque 3 mois de vérifier ce que fait de ces fonds-là. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 6 fonctions de gestion. La première fonction de gestion, c'est qu'il faut assurer l'intégrité de ces espaces. Parce que ce que les uns et les autres ne savent pas, c'est que les parcs nationaux apportent beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire, au plan économique et écologique. Vous savez, quand un parc national existe dans une région, un microclimat se crée. Et quand le microclimat se crée, ça permet d'avoir une bonne production agricole. L'exemple patent, c'est le parc national de Taï. Les populations n'ont même pas besoin d'être à l'intérieur de ces parcs. Tout à fait. Pour créer leur plantation. Mais autour de ces parcs, ces populations peuvent créer leur plantation. Tout à fait. Il faut comprendre que, je vais donner l'exemple bien précis. Il y a 20 ans, 30 ans, la boue du cacao se trouvait à l'est de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a fini de détruire toutes les forêts, la pluviométrie a baissé et la production agricole aussi a baissé. Les uns et les autres se sont déplacés vers Demboko. Voilà. Arrivé à ce niveau, on a tout détruit. La pluviométrie est devenue difficile. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve à l'ouest, au sud-ouest surtout. Tout à fait. Au sud-ouest, la production, c'est 40% de la production nationale qui provient du sud-ouest.
Et c'est 16% de la production mondiale de cacao qui vient du sud-ouest. Mais qu'est-ce qui fait cela sur le parc national de Taï? Je vous ai dit, ça fait 536 000 hectares d'un seul tenant. Et on a une forte pluviométrie dans cette zone de la Côte d'Ivoire et toutes les grosses unités agro-industrielles se retrouvent là-bas. C'est pour dire que si les populations encadrent cette action, c'est-à-dire de protection de l'environnement, nous sommes les bénéficiaires parce que ça nous permet, nous sommes un pays agricole, ça nous permet d'avoir une bonne productivité agricole. On devrait sensibiliser et communiquer encore un peu plus pour permettre à ces populations de comprendre justement. Tout à fait. Je crois que c'est cette opportunité que nous donnons aujourd'hui, qu'on vient de commencer. Et on l'a commencé par des petites actions, mais de plus en plus, le volet communication constitue pour nous une priorité. Parce que les uns et les autres ne savent pas faire la différence entre un parc national, une forêt classée, une forêt du domaine rural. Souvent, les gens ne savent pas à quoi sert un parc national. Donc, nous avons le devoir d'expliquer cela aux populations. Mais déjà, quand on parle des changements climatiques, on n'a même pas besoin d'expliquer aux gens. Les gens et les autres se rendent compte qu'il pleut moins en Côte d'Ivoire. Et tout le monde. Cette année, il n'a pas plu. J'écoutais hier la RTI, on disait que l'année passée, il y a eu 4 mois de pluie et que cela se ressent fortement sur la production agricole de Côte d'Ivoire. Mais c'est lié à la destruction de nos patrimoines nationaux qui sont les parcs nationaux. Tant qu'on n'arrêtera pas de détruire ces espaces naturels, notre production va chuter et ça va créer d'autres problèmes. Alors, oui, colonel, vous avez parlé de la gestion avec les populations, avec les entités administratives. Comment est-ce que cela se fait concrètement sur le terrain? Tout à fait. Il faut dire qu'au niveau central, on a un conseil de gestion qui est constitué d'un certain nombre de partenaires que j'ai cités. Mais au niveau local, chaque aire protégée dispose d'un comité de gestion local. Et ce comité de gestion local, c'est un mini-conseil d'administration qui est chargé de définir les actions à mener sur un parc ou une réserve. Et le même exercice qu'on fait au niveau central, ce même exercice est fait au niveau des régions. Au niveau de chaque région, ils ont des réunions qu'on appelle le suivi trimestriel des activités. Ils font le suivi trimestriel avec les populations, avec nos partenaires techniques qui interviennent sur ces parcs. Et très souvent, ils font le bilan des actions en ressortant prioritairement les difficultés. Et très souvent, ils font des recommandations pour qu'on puisse lever ces inerties-là. À la réalité, ces actions sont suivies. Oui. Puisque je l'ai dit, on se réunit chaque 3 mois. C'est-à-dire qu'à la fin du mois d'avril... Vous prenez ça en compte, je veux dire. Tout à fait. Parce que c'est dans le camp, vous prenez le décret qui crée l'OIPR, le président du conseil de gestion locale, qui est en général présidé par le préfet de région, qui a la plus grande partie d'un parc ou d'une réserve, ils ramènent leur rapport à la direction générale qui est tenue d'exposer cela au conseil de gestion. Donc pour dire, vous voyez, chaque fois que nous faisons nos séances de sensibilisation, ces séances sont en général présidées par les préfets, les sous-préfets. Parce qu'il faut dire que c'est la première autorité d'une région. Quand elle participe à une action, cette action porte. Donc à la réalité, l'OIP implique tout le monde, notamment les autorités administratives, les autorités politiques, et puis les populations qui vivent à la périphérie de nos aires protégées. Alors, quel bilan pouvez-vous faire du projet Corena, conservation des ressources naturelles, qui a été initié dans le cadre du contrat de désendettement et de développement? Tout à fait. Il faut dire que le projet Corena, c'est un projet que nous avons obtenu dans le cadre du premier CDD. CDD, c'est le contrat de désendettement et de développement. Et dans ce cadre, l'OIPE a pu bénéficier de 3 milliards de francs CFA. Et ces 3 milliards de francs CFA concernent 3 parcs nationaux. Il s'agit du parc national d'Azagny, qui n'est pas loin d'ici, qui se trouve à Grand Laou. Il s'agit du parc national du Mont-Sangué, qui se retrouve à Biancouma, et le parc national de la Comoé. Je l'ai dit tout à l'heure, en termes de conservation, ces espaces sont viables. Parce que nous, avant d'avoir ces fonds, nous avons fait un état des lieux pour voir qu'est-ce qu'il en reste après 10 ans de crise. On s'est rendu compte que ces parcs sont, en tout cas, sont des îlots dans du désert, donc il faut prendre des dispositions pour que ces espaces soient protégés. Aujourd'hui, nous avons un satisfecit, et je voulais profiter de cette opportunité pour dire merci à l'Agence française de développement, parce qu'il faut dire que c'est cette structure qui nous appuie dans l'évaluation de ce projet et dans la mise en œuvre de toutes les activités. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, et même le partenaire est satisfait, parce que ce premier CDD court 2013-2016, mais pour la deuxième phase, nous avons vu doubler le montant alloué à l'OIPR. Nous sommes passés de 3 milliards de francs CFA à 8 milliards de francs CFA. Et cela vous permet de travailler convenablement. Alors, colonel, vous avez dit que la réserve du Haut-Banaman, vous avez invité la population à quitter cette réserve avant fin juillet 2016. Cette année même, nous allons suivre ce reportage de Kader Sogodogo et nous revenons à vous tout à l'heure. Frôlant le parking de la cour de la mairie est bien rempli.
Les populations rurales de la région du Hambol, en majorité agriculteurs, sont sorties massivement pour prendre part à cette réunion de sensibilisation sur l'arrêt de toute activité dans la réserve de faune et de flore du Haut-Bandaman, créée par décret numéro 73-133 du 21 mars 1973. D'une superficie de 123 000 hectares, cette réserve se situe entre les régions de Gbeke, du Béré et du Hambol. Elle a toujours en son sein des planteurs, des éleveurs et même des orpailleurs clandestins. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, veut mettre fin à ces activités illégales dans cette réserve, telles que la loi le prévoit. Ces espaces, on ne peut pas les déclasser. Avant de dire aux populations, on va vous apporter un appui, la première conditionnalité, c'est que vous quittez la réserve. Dans le processus de libération, le corps préfectoral et les élus participent à la sensibilisation des populations. Le fait que nous soyons en train de couper tous les arbres à gauche et à droite, qu'est-ce qui se passe? Nous avons modifié le climat. Et ça, ce n'est pas bon. Si aujourd'hui, les agents de l'OIPR viennent nous parler, nous devons les écouter. Des actions qui portent leurs fruits. Vraiment, on va les faire comme ils le demandent. On va quitter la réserve, là comme ça. On va s'intégrer ailleurs. Les occupants illégaux de la réserve du Haut-Bandaman ont jusqu'au 31 juillet 2016 pour déguerpir des lieux. On va quitter la réserve et s'intégrer ailleurs. Alors, après fin juillet, qu'est-ce qui va se passer? Mais après fin juillet, c'est l'opération Commando. Parce qu'il faut dire que nul n'est censé ignorer la loi. Il faut appliquer la loi. Et comme nous disposons d'argent compétent pour le faire, et si après le 31 juillet, les uns et les autres refusent d'obtempérer, on va les obliger. Alors, très rapidement, nous allons revenir à la forêt, au parc national du Banco, pour être précis, le parc national du Banco, qui jouit d'une mauvaise réputation, dit-on, ni de bandits. Qu'en est-il exactement? Alors que ce parc peut servir de lieu de tourisme écologique, par exemple. En tout cas, merci pour cette question importante. Il faut dire que c'est des idées préconçues. À la réalité, le parc national du Banco, c'est le site le plus accessible de nos aires protégées. Parce que quand vous prenez la population d'Abidjan, c'est à peu près 5 millions d'habitants, ne serait que 10% peuvent visiter ce site-là. Le parc national du Banco, c'est un site qui est sécurisé parce que nous, OIPR, nous disposons d'un système pour faire la surveillance de manière électronique. Deuxième élément, nous disposons d'agents commandos qui assurent la surveillance dans ce parc-là 24 heures sur 24. Et troisième élément, c'est qu'en général, toutes les forces de défense et de sécurité font la mise en condition physique à l'intérieur. Et pour aller plus loin, grâce à un de nos partenaires, notamment le Japon, nous avons envisagé faire la clôture de ce Banco pour mieux assurer l'intégrité de cet espace-là. Il faut dire qu'à la réalité, le parc national du Banco, c'est un espace qui est viable parce que nous avons eu un appui en 2013 de 800 millions de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les uns les autres ne le savent pas. C'est à peu près 40 km de pistes cyclables en voiture et en moto, le parc national du Banco. Merci, colonel. Nous recevions pour le magazine de ce dimanche le directeur général de l'OIPR, le colonel Tondo Sama Adama. Avec lui, nous avons parlé de la préservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire.